Bonjour Laurent Perriot. Bonjour William. Alors Laurent, vous êtes auteur et spécialiste de James Bond. Vous publiez Bon baiser du monde. C'est une somme quand même. Hein. C'est un atlas cinématographique. Ouais, atlas cinématographie, très bien. Vous consacrez ça à tous les films de James Bond. Vous dites qu'il y a à peu près une quinzaine de règles, règles d'or pour faire un bon James Bond. Parfois ils sont inégaux ces films, il y en a des formidables, d'autres, bon on peut douter. On va pas tous démentionner les règles, mais en voici quelques-unes. On va commencer avec le scénario. C'est la base. Hein. Est-ce que les films s'appuient à chaque fois sur un roman de Ian Fleming ayant été publié, ou alors les producteurs se sont permis des libertés? Vous avez bien travaillé votre sujet. Et pour cause, je les ai tous vus au moins 2 fois. Voilà. Effectivement, les premiers James Bond ont eu tendance à être de belles adaptations plus ou moins fidèles des romans de Fleming, par exemple Dr No, Bon baiser de Russie. Les premiers, quoi. Les premiers. Et puis, à partir de Goldfinger, on a commencé à prendre certaines libertés. Voilà. Et puis par la suite, très souvent, on emprunte le titre d'un roman ou le nom des personnages ou une situation qui se passe dans un autre roman, on l'intègre dans un autre film. Voilà. Mais ce sont des histoires quand même plus ou moins originales depuis pas mal d'années. Chaque titre, on peut dire que correspond à un livre où il y en a qui ont été transformés. Alors, les derniers titres réels utilisés sont Casino Royale et Quantum of Solace, qui était une nouvelle, mais tout a été utilisé. Donc ce sont désormais des titres originaux. D'accord. Dans les films, alors il y a les décors, fameux décors somptueux, des lieux de tournage, tout ça c'est très important. Et James Bond voyage beaucoup, il faut donc que cet environnement soit beau et spectaculaire. Comment les producteurs ils choisissent ces lieux-là? Alors, ils essayent de... Faut pas oublier que les James Bond dans les années 60 étaient une vraie carte postale ouverte au monde. On voyageait pas comme on voyage aujourd'hui, on prenait pas l'avion comme on prend maintenant, donc c'était quand même une fenêtre ouverte sur le monde. C'est ce qu'on explique d'ailleurs dans le livre avec Guillaume. Et puis, effectivement, il faut faire rêver les gens, il faut trouver des endroits glamour, des endroits spectaculaires. Donc, les producteurs sillonnent la planète pour chaque film avec les équipes de repérage pour essayer de trouver des lieux magnifiques et qu'on a peu ou pas vu. Et c'est pas forcément dans le pays où ils sont censés être. Ça se passe pas toujours, effectivement, dans l'histoire, là où c'est tourné réellement. C'est aussi quelque chose qu'on essaye de montrer. On utilise des lieux magnifiques et on dit, bon, bah, ça a marché pour ce... Un exemple tout bête, dans le film Moonraker, Drax, un château en Californie, c'est en fait le château de Vaux-le-Vicomte dans 77. Ah voilà, qui est bien aussi. Qui est très bien. Dans l'ADN de James Bond, il y a aussi les scènes d'action, évidemment. En général, au début du film, il y a, forcément, ça commence par ça, spectaculaire, avec des cascades éblouissantes. Est-ce que ces films sont pionniers en la matière ou pas? Alors, ils ont été précurseurs, en tout cas. Ils ont souvent été imités, rarement égalés. Et il y a quelque chose de constant dans les James Bond, une règle d'or, c'est que c'est de l'action humaine avant tout. Bon, les trucages sont là pour aider à certaines choses, mais ce sont vraiment des hommes. Vous voulez dire que c'est le James Bond qui saute d'un immeuble à l'autre, quoi. Voilà, c'est pas un personnage en image de synthèse. Il y a aussi d'ailleurs, je voudrais rendre hommage à Rémi Julienne, qui a longtemps coordonné les cascades automobiles sur les James Bond. Et depuis les 2 derniers James Bond, c'est un Français, Olivier Schneider, qui a supervisé les séquences de bagarre sur Spectre et qui est là carrément a pris du grade, puisqu'il est directeur de toutes les séquences d'action du prochain James Bond, Mourir peut attendre. C'est ça. Pour choisir un acteur qui va devenir un bon James Bond, la production, c'est-à-dire Broccoli et sa fille, Broccoli c'est son nom, comment s'y prend-on? Parce qu'il ne faut pas se tromper, parce que c'est arrivé. Est-ce qu'il y a eu des erreurs? Non, il n'y a pas eu des erreurs. Il y a des acteurs qui ont eu plus ou moins de succès, dans des films plus ou moins réussis, mais il y a rarement eu d'erreurs. En général, ce sont toujours quand même des gens assez charismatiques, qui, quand ils rentrent dans un hôtel, vous retournez sur eux. Ça a été un petit peu plus compliqué avec Daniel Craig, en tout cas au démarrage. Au début, c'est quelqu'un de plus petit, de blond, qui n'a pas forcément le physique de l'emploi, mais qui est un acteur formidable. Et finalement, le succès au box-office ont fait mentir tous ses détracteurs. Oui, cela dit, il paraît qu'il ressemble un peu plus au héros décrit par Ian Fleming. C'est vrai, ça? Alors, psychologiquement, oui. Le héros de Ian Fleming dans les livres est un petit peu différent de ce qu'il a été au cinéma avec Sean Connery, puis avec Roger Moore. Avec Timothy Dalton et Daniel Craig, on a essayé de revenir un peu aux sources et à l'esprit du roman. Mais ce qui est très très drôle, c'est que Ian Fleming, quand il a rencontré Sean Connery, qu'il l'a vu dans les premiers James Bond, il a décidé d'utiliser des éléments
créé par Sean Connery, comme une ascendance écossaise, Oui. qu'il a intégré dans le roman au service Du secret coup, de Sa parce Majesté. qu'il a écrit après. Oui, enfin, il est mort en 64, donc c'est dans les derniers romans qu'il a écrit. Ouais. Voilà. Est-ce que le James Bond d'aujourd'hui, autrement dit Daniel Craig, est-ce qu'il a évolué? Est-ce qu'il n'est pas, il me semble, hein, un peu plus vulnérable que ses prédécesseurs, un peu plus humain, quoi? Il a des sentiments, il me semble. Alors, il y a une évolution dans les films, mais James Bond avait eu l'occasion de fendre l'armure dans le service secret de Sa Majesté, ou un peu avec la période Dalton ou Pierce Brosnan, qui ont un peu ouvert la voie. Daniel Craig synthétise tout ça, et effectivement, aujourd'hui, on est plus dans l'introspection du personnage qu'on ne l'était dans les films précédents, avant l'époque Il de évolue Daniel avec Craig. son époque, quoi. Mais il est tombé amoureux d'Eva Green. Il a été amoureux et marié de Diana Rigg, avec Diana Rigg dans le service ça, secret de on Sa l'a oublié, Majesté, ça. on l'oublie. Les gadgets, aujourd'hui, ils ont presque disparu parce qu'il y en avait, mais alors maintenant, téléphone portable, tout ça, c'est Voilà. bon. Aujourd'hui, vous avez un GPS, un appareil photo, un ordinateur dans votre poche, mais dans les années 60-70, il y avait des gadgets et c'était une marque de fabrique de James Bond. Oui, mais ils ont quand même la Aston Martin. Hein. Alors voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qui demeure? Les montres, par exemple, il y a des montres gadgets, ou les voitures, ou certaines armes. Mais on donne un peu moins dans le gadget maintenant. Il faut des méchants. Et il faut des James Bond girls, on verra après, mais il faut des méchants. Là aussi, ils ont évolué au fil des années. Ils ont évolué et il y avait une règle que disait Cubby Broccoli de son vivant, c'est-à-dire que plus le méchant est méchant et réussi, meilleur est le film. Oui, c'est vrai. Ils ont évolué, ils ont toujours été un peu le reflet de la géopolitique de l'époque, le Spectre dans les années 60, les méchants soviétiques avec le KGB, le Smerch dans encore les années 60, puis les savants fous mégalos qui veulent recréer le monde sous l'époque Roger Moore, et puis le mur de Berlin est tombé, et avec les années Brosnan et maintenant Craig, on est revenu à juste combattre des sales types pourris, des anciens agents qui trahissent, voilà. Un mot sur les James Bond girls. Au début, c'était juste de très belles femmes, elles ne parlaient pas beaucoup, on ne savait pas si elles étaient intelligentes ou pas. Puis maintenant, ça a évolué, il me semble, non? Je suis pas tout à fait d'accord avec vous. En fait, le mythe de la James Bond girl potiche, alors bien sûr, elles sont engagées pour leur plastique sublime. Oui, toutes. Mais il y a eu des rôles quand même forts, même dans les années 60. Pussy Galore, par exemple. Oui, c'est vrai. Diana Rigg, Barbara Bach, ou plus récemment encore Michelle Yeoh, Ali Berry, ont quand même des rôles où elles font face à James Bond. Elles sont quasiment... Ça reste une consécration d'être James Bond girl pour une actrice. Oui, alors toutes ne font pas autre chose après. Non, c'est vrai, ça. Et puis, évidemment, elles suivent aussi l'évolution de la société, l'évolution de la condition féminine. Merci Laurent. Merci ça s'appelle Bon baiser du monde, c'est publié chez Duno, c'est écrit donc Laurent Perriot et Guillaume Evin, c'est ça? C'est ça. Au revoir, merci beaucoup.